Tout d'abord, merci pour l'invitation. Et dans mon intervention, je vais m'attarder sur une typologie particulière de plateformes numériques, à savoir les plateformes dites nuagiques, basées sur la technologie du cloud computing. J'essaierai donc de prolonger les propos que Carlo vient de tenir, tout en me focalisant sur des questionnements propres à la théorie juridique et à la philosophie du droit. Ce que nous appelons capitalisme de plateforme est en effet caractérisé par un processus de centralisation des moyens de production et de calcul, les machines et les algorithmes, ainsi que d'appropriation d'une nouvelle matière première, les données numériques produites par les utilisateurs. Pour paraphraser les premières lignes du Capital de Marx, le capitalisme de plateforme s'annonce comme une immense accumulation de données. Je vais donc articuler mon intervention en trois parties. Tout d'abord, je vous montrerai comment la logique exclusive de la propriété intellectuelle s'étend désormais au domaine des objets physiques, des objets matériels, ce qu'on appelle l'Internet des objets. En deuxième lieu, je vais examiner plus en détail les dispositifs du cloud et ses effets disruptifs sur les modèles du réseau et de la forme politique d'Internet. Enfin, je vous montrerai pourquoi le cloud peut être considéré à la fois une nouvelle frontière de l'appropriation capitaliste et une nouvelle forme de gouvernance. Donc, je passe à la première partie. Jusqu'à récemment, l'étude de la propriété dans les cyberespaces s'est concentrée presque exclusivement sur la propriété intellectuelle, c'est-à-dire sur les domaines de l'immatériel. À cet égard, on peut faire référence aux travaux du juriste américain Lawrence Lessig, l'un des plus éminents spécialistes de la propriété intellectuelle dans les cyberespaces. Lessig nous a montré qu'à la suite de la révolution informationnelle, nous sommes confrontés à une bifurcation dans l'histoire de la normativité juridique. D'une part, en effet, le droit pensé dans un sens traditionnel, comme une normativité monopolisée par l'État, a toujours un temps de retard par rapport à la puissance et à la vitesse du progrès de la technologie numérique. D'autre part, la révolution informationnelle engendre des forces de la normativité juridique immanentes à la dynamique endogène du progrès technique. Lessig a résumé ces conflits entre le droit et la technique dans une formule que je trouve extrêmement percutante. Code is law. C'est le code qui fait la loi, nous dit Lessig. En d'autres termes, c'est précisément un geste technique, le cryptage du code, qui institue une forme juridique, la propriété exclusive du logiciel. C'est ainsi que les nouvelles enclosures du savoir ont atteint un degré maximal d'efficacité grâce au cryptage du code numérique qui permet d'aller au-delà des formes traditionnelles de protection étatique de la propriété intellectuelle. Ce cryptage introduit en effet un niveau d'autosanction et donc d'autoprotection à l'intérieur du code lui-même, qui précède la sanction par la puissance publique. Dans le cryptage du code, la prévision normative et l'application concrète de la sanction coïncident, car la sanction est incorporée dans le code lui-même. Mais il faut noter en même temps que l'analyse de Lessig ne se nourrit pas d'un sentiment de nostalgie d'une époque où l'État monopolisait la production de normes juridiques, c'est-à-dire la forme de la loi et la force de la loi. C'est précisément sur la base du postulat matérialiste contenu dans l'expression « code is law », laquelle révèle la force normative du code, que le mouvement du libre a pu détourner le caractère exclusif de la propriété intellectuelle en créant les copyleft puis les licences de Creative Commons. En d'autres termes, c'est précisément l'espace d'hégémonie gagné par la propriété intellectuelle dans les domaines du logiciel
qui a été utilisée contre cette même propriété. Or, bien que ces questions restent d'une actualité brûlante, force est de constater qu'elles sont aujourd'hui redéfinies à une plus grande échelle. Avec l'émergence de l'Internet des objets et la généralisation du modèle de la plateforme, les problèmes que nous avons décrits jusqu'ici débordent la seule dimension de l'immatériel pour investir le monde dans sa totalité, les choses tangibles et intangibles, et l'ensemble des rapports sociaux qui caractérisent la coexistence des hommes. Avec l'Internet des objets, nous voyons clairement que la production de données est elle-même liée à la diffusion d'une série de nouveaux objets techniques, le capteur, le drone, qui s'ajoutent aux smartphones. La production de données repose toujours sur les interactions sociales et la coopération entre les individus, ainsi que sur la communication entre les humains, les autres organismes vivants et les machines. Toute donnée nécessite des capteurs pour l'enregistrement, puis d'énormes systèmes d'entreposage pour la conservation. Donc, de ce point de vue, les données ne sont pas exclusivement immatérielles. Il suffit de regarder la consommation énergétique des centres de données. On estime qu'Internet est responsable d'environ 9% de la consommation d'électricité à l'échelle mondiale. Pour résumer sur ces premiers points, le problème de la propriété du numérique se pose donc à deux niveaux. D'une part, la propriété du support physique pour la capture des données, et de l'autre, la propriété intellectuelle du code, ainsi que des données et des métadonnées, des données sur les données. Par-delà de la production de données, il ne faut pas oublier que si l'extraction des données constitue la tâche principale des plateformes, l'analyse des données est son corollaire indispensable. Si nous examinons la manière dont les données sont stockées et traitées dans les grandes usines informatiques, les data centers, nous voyons que la question de la propriété des infrastructures immatérielles joue un rôle central. C'est là qu'il devient nécessaire de s'interroger sur la logique de l'informatique en nuage, ce que je ferai dans la seconde partie de mon intervention. Comme le souligne Nick Zirnicek, des firmes comme Amazon, Microsoft, Google, loin d'être des simples propriétaires de l'information, deviennent peu à peu propriétaires de l'infrastructure même de la société. En effet, si les plateformes fondées sur la publicité, et je cite Zirnicek, ont mis en place les conditions permettant d'extraire et d'utiliser d'énormes quantités de données, les plateformes nuagiques ont fait un pas supplémentaire, en consolidant les plateformes comme modèle d'entreprise d'une puissance incomparable. Malgré son nom, donc, l'informatique en nuage est beaucoup plus solide de ce qu'on pense. Elle affecte simultanément l'organisation du cyberespace et de l'espace physique, en plus de constituer la source d'une énorme extraction de matières premières et de gaspillage d'énergie. Il en résulte deux conséquences majeures. La première porte sur le modèle d'organisation de l'entreprise. Comme le souligne Vincent Mosco, une nouvelle économie d'espace de stockage a donné naissance à un secteur industriel composé d'entreprises proposant solutions de stockage et services en ligne. En perspective, ce nouveau secteur industriel marquera la fin de ce qu'on appelle l'informatique autoproduite, c'est-à-dire l'idée que chaque utilisateur ou chaque entreprise puisse se limiter à la possession des équipements techniques personnels. C'est le cas du personal computer à la maison ou du serveur installé dans l'entreprise ou dans une institution publique. Avec le cloud, il semble se passer en informatique ce que Marx avait décrit comme l'expropriation du producteur immédiat. C'est-à-dire de la petite propriété privée fondée sur le travail personnel qui va être supplantée par la grande propriété privée capitaliste. Ainsi, les géants de l'informatique en nuage ont trouvé des nouveaux moyens pour diriger et contrôler les industries et les entreprises.
Par le biais de l'offre de services de calcul et de planification fournis à la location, avec des contrats de outsourcing et selon la formule Pay for Use, des entreprises comme Amazon Web Services proposent des solutions pour l'organisation des processus de production, pour la logistique et pour la concession même de l'entreprise individuelle. C'est ainsi que les monopolistes du cloud déterminent l'environnement dans lequel l'entreprise se situe. La deuxième conséquence de l'affirmation de ces modèles de plateforme porte sur la forme politique de l'Internet. La concentration de machines et de l'infrastructure informatique a entraîné un changement dans la forme du réseau lui-même. Il existe un lien structurel entre l'information, son support matériel, et la forme du réseau dans son ensemble. En effet, il faut remarquer que l'architecture du web, toujours selon Lessig, est déterminée à la fois par l'écriture du code et pour l'hardware, c'est-à-dire le support physique, la machine de calcul, les câbles de télécommunication, etc. Si l'Internet des origines était fondé sur un modèle de réseau décentralisé, distribué et horizontal, ainsi que sur les principes de la neutralité de l'Internet, il se trouve aujourd'hui profondément transfiguré. Ce nouvel Internet est en effet organisé de manière de plus en plus centralisée et hiérarchisée. Dans ce contexte, je pense que nous devrions critiquer certains discours idéologiques qui annoncent le développement du nouvel Internet comme le dépassement naturel des rapports de propriété. C'est le cas de Jeremy Rifkin, qui, dans ses derniers travaux, déclare que l'Internet des objets, combiné avec le cloud, nous conduira automatiquement vers une société du coût marginal zéro, de l'accessibilité universelle et du commons collaboratif. Je cite Rifkin parce qu'il est le plus illustre représentant d'une tendance beaucoup plus large et que nous rencontrons très souvent dans les récits de la presse quotidienne, par exemple. Le déterminisme technologique qui est sous-jacent à cette vision manque d'une prise en compte réaliste de la transformation des rapports sociaux et de propriété dans le web actuel. Si avec le cloud, la propriété d'une licence ou d'une machine informatique est en principe dépassée au profit de la formule Pay for Use, cela se fait parce que les principaux acteurs du capitalisme de plateforme concentrent dans leurs mains les noyaux durs des infrastructures et la puissance de calcul sur le web. En somme, la position de Rifkin reflète une conception de la technique et de la technologie qui est séparée de l'analyse des rapports de force sociaux. Dans notre perspective, les commandes de l'Internet des objets dont parle Rifkin ne découlent pas spontanément de la technologie, mais d'une construction sociale qui va modifier la technologie elle-même, ainsi que les relations entre l'humain et les machines algorithmiques. La critique de ce discours me permet de passer à la troisième partie de mon intervention. Si l'on considère l'Internet dans sa forme politique décentralisée et démocratique, l'Internet des origines, comme l'espace socio-technique d'extension de l'intelligence collective, il est clair que le modèle de la plateforme fondée sur le cloud se configure aujourd'hui comme un appareil de capture de cette intelligence collective. En ce sens, la notion d'extractivisme numérique peut se préciser. Extraire, c'est tout d'abord s'approprier les connaissances, les informations et les données produites par une multitude des individus interconnectés en réseau. En même temps, comme on l'a vu, l'extraction est structurellement liée à la propriété des infrastructures, des machines informatiques et en dernier lieu de l'espace du cloud. Dans cette bataille pour l'appropriation de données et la conquête de l'espace nuagique, on peut faire une analogie avec l'époque du colonialisme. Comme l'affirme un rapport du MIT, cité par Zirnicek, du point de vue de la production des données, on peut considérer les activités comme des territoires en attente d'être découverts. Les premières qui les découvrent et se les approprient ont droit à leurs ressources, dans ce cas à leur trésor de données. Il convient de noter que le terme
d'appropriation et de capture sont également au cœur de la grammaire du discours juridique, au point de déterminer la qualification de la catégorie de bien. Un bien est pour le droit une chose appropriable. Déjà dans les droits romans, la chose sans maître, la res nullius, désigne l'état de choses factuellement vacante, dont le premier occupant a droit de s'en emparer librement selon les modes guerriers de la prise du bouton. Je me réfère à Jan Thomas et à ses études sur l'appropriation et sur la qualification des choses. Ce dispositif d'appropriation a été repris par les juristes du XVIe siècle pour justifier, premièrement, l'occupation des Amériques, les qualifiant de terra nullius, de terre sans maître, et deuxièmement pour légitimer les droits de prise dans les guerres corsaires qui confrontaient les puissances européennes. C'est le cas d'Hugo Grotius, qui a inspiré la théorie moderne de la propriété privée. Selon Grotius, contrairement à la terre, où l'acte fondateur du droit de propriété est la clôture ou l'occupation, dans la mer, qui par sa nature n'est pas clôturable, le principe fondateur de la propriété est précisément la capture de res nullius. Il me semble qu'aussi dans l'informatique en nuage, la compétition pour la capture de données produites par les utilisateurs va de pair avec la bataille pour la conquête de l'espace de stockage, espace à la fois physique et immatériel, et les nouvelles formes d'inclusion de la connaissance. Comme aux origines du capitalisme, une nouvelle frontière de l'appropriation semble se dessiner. En effet, le capitalisme a toujours besoin de fixer des nouvelles limites, des nouvelles frontières de l'appropriation pour ensuite les dépasser. En même temps, il convient de souligner que l'action des grandes plateformes d'Internet ne peut se limiter à l'activité économique. Elles ont également un impact sur la modification des rapports de souveraineté et de gouvernance. Par ailleurs, même sur ce point-là, on peut mobiliser l'analogie avec la conquête des terres sans maître. Cela se faisait par le biais des compagnies commerciales, qui étaient des sujets hybrides, qui intégraient fonctions économiques et fonctions politiques. Au sujet de la souveraineté, il faut en outre observer que les nouveaux acteurs du capitalisme de plateforme remettent en cause certaines des pierres angulaires du droit moderne, à commencer par le couple du public et du privé. Ces acteurs se présentent à leur tour comme des sujets hybrides. Si sur les plans formels, ils continuent à être qualifiés comme des acteurs privés, des firmes, il est de plus en plus évident qu'ils ont tendance à intégrer des fonctions qui relèvent de la puissance publique. On voit cela dans les contrôles et dans l'organisation des informations, dans le profilage des individus, mais aussi dans le fait que les plateformes se substituent au public dans l'offre des services au sein de la ville intelligente, de la Smart City. Benjamin Bratton, dans son ouvrage de 2015 intitulé The Stack, a montré comment des acteurs comme Google, Facebook, Amazon ou Apple introduisent de nouvelles formes computationnelles de souveraineté et de nouvelles façons de gouverner la société. Dans ces contextes, la question qui reste à se poser est la suivante. Quel est le rôle de l'État face à la montée du capitalisme de plateforme? La réponse à cette question mériterait un séminaire à part entière. Dans notre recherche, nous nous concentrons sur certains aspects tels que la fiscalité, le droit du travail et la reconnaissance du digital labor. Il est clair cependant que la même forme d'État est en train de se modifier en profondeur, que l'État n'est pas simplement un sujet passif qui souffrirait des effets du capitalisme de plateforme. Au contraire, il faut reconnaître que certains États, en particulier les plus forts, comme les États-Unis, participent activement au développement du capitalisme de plateforme, signant des accords avec Google et Amazon aux fins de la surveillance de la population ou de la lutte contre le terrorisme. D'une certaine manière, l'État est en train de se plateformiser à son tour. Pour vous donner un exemple plus proche de nous, pensons au grand débat national
qui est liée à une plateforme et dont les résultats seront analysés par une entreprise d'intelligence artificielle. Ou encore à la plateforme Parcoursup, qui déterminerait le fonctionnement et de la sélection au sein de l'éducation nationale. C'est pourquoi, dans le cadre de nos recherches, nous développons une proposition basée sur les principes politiques du municipalisme et du fédéralisme pour la réorganisation globale de l'Internet. Ce que nous appelons le cloud du commun ne pourra se fonder sur le rétablissement de la primauté de l'État centralisateur, mais au contraire sur un réseau multicentrique et distribué. Ce modèle pourrait faciliter la transition vers une ville numérique, un réseau et écologique, en imbriquant deux aspects fondamentaux. D'une part, la mise en place d'une nouvelle infrastructure numérique au niveau municipal, ce qui constitue une alternative concrète au paradigme centraliste du cloud. Et d'autre part, une nouvelle politique de protection juridique des open data qui renforce et relance la logique à la base des licences copyleft et Creative Commons. Merci.